Bonsoir à tous et bienvenue à ce 4e épisode du podcast à la coupe saison 2. Je tiens à vous rappeler que si vous avez besoin de votre bière hockey, pensez à notre commanditaire, la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. Bien entendu, on pense à l'Amo Minou à la coupe. Alors, première des choses, aujourd'hui, on a un show qui va tourner essentiellement alentour de l'actualité LNH, mais permettez-moi d'abord et avant tout de vous inviter sur nos différentes plateformes puisque à la coupe est présent sur TikTok, est présent sur YouTube, sur Spotify. Cet épisode-là va être disponible d'ailleurs en rediffusion sur notre Spotify au nom de À la coupe en fin de semaine. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur nos différents TikTok individuels. Et puis sinon, je vous invite à aller regarder l'émission La Notif des sportifs animée par Loric Salvaille. Cette semaine, Loric ainsi que son collaborateur Olivier Lecourt ont parlé entre autres d'une possibilité qu'on souhaite peut-être pas trop envisager du côté du Canadien de Montréal, mais que ça peut être notre réalité. Est-ce qu'on doit faire notre deuil de la course pour Connor Bedard? Alors, si jamais ça vous intéresse de savoir ce que les boys de La Notif des sportifs avaient à dire concernant ça, puisque c'est assez intéressant, le début de saison du Canadien est peut-être trop prometteur pour qu'on court pour Connor Bedard, eh bien, je vous invite à aller regarder sur notre page Facebook à la coupe La Notif des sportifs de Mandier. Également, j'espère que votre pool va bien du côté de la coupe. De mon côté, j'ai droppé de manière monumentale. J'espère que pour vous, ça va peut-être un petit peu mieux. Alors, on y va sans plus attendre avec notre collaborateur qui va être avec nous aujourd'hui. Et j'ai bien entendu appeler ici Sam. Comment ça va, mon chum? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien. Est-ce que tu as suivi l'actualité de cette semaine dans la LNH? Oui, quand même, comme à toutes les semaines. J'ai pas pris de repos là-dessus. Et le gros morceau pour toi, là, ça serait quoi? Je te dirais les sénateurs peut-être pas le plus gros, mais ce qui a fait le plus jaser dans je dirais plus les sénateurs, la vente des sénateurs. Est-ce que les sénateurs sont à vendre? Ou, je pense que c'est plus ça qui a fait jaser dans l'actualité hockey. Sinon, ça a été plus il y a des matchs. Ça parlait des matchs, mais le gros, je pense que c'est la vente des sénateurs. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, on va discuter de la peut-être potentielle vente des sénateurs, mais il y a des fortes chances qu'on s'enligne vers ça du côté des sénateurs. Il y a des fortes chances qu'on s'enligne vers ça du côté des sénateurs d'Ottawa. On sait bien entendu que c'était les filles de Eugene Melnyk qui avaient repris le bateau après le décès de leur père. Donc là, ils avaient décidé d'y aller avec peut-être la possibilité de bouger l'équipe finalement aux plaines de Breton, c'est-à-dire en plein centre-ville de Ottawa. Sauf qu'il y avait des rumeurs qui disaient que les filles voulaient comme pas trop rentrer dans la gestion d'une équipe de hockey et tout ça. Donc là, bref, la rumeur semble mener de manière très sérieuse vers la possibilité de vendre les sénateurs de Ottawa. Toi, en tant que fan de Québec, tu reçois ça avec jouissance? Oui, mais je sais que non, les sénateurs vont rester à Ottawa. Je pense pas qu'ils vont avoir un déménagement à Québec. C'est sûr que ce serait le fun, je le souhaite. Mais je pense qu'il y a des investisseurs qui veulent investir dans le projet des Plaines Le Breton. La solution des sénateurs pour que ça marche, c'est de mettre l'équipe dans le centre-ville parce que présentement, ils sont à Canada. Puis Canada, pour ceux qui sont déjà allés, c'est vraiment pas c'est pas plaisant. C'est éloigné, il n'y a rien autour. Sortir du parking, c'est un enfer. Tu n'as pas le choix d'y aller en char parce que c'est tellement éloigné de la ville que il faut que tu aies tous les stationnements bien pleins, puis sortir de là, c'est vraiment de la merde. Mais s'il y avait un aréna au centre-ville, ça serait beaucoup plus ça serait beaucoup mieux pour le monde. Il pourrait y aller en transport en commun et tout. Puis il y a peut-être plus de monde d'ailleurs qui irait à Ottawa, mettons Gatineau, parce que tout le monde se ferait moins chier à aller à Canada, mettons. En fait, pour avoir parlé avec des fans justement de la région de Gatineau, ce qu'ils disaient, c'est que la proximité aux plaines de Breton serait tellement beaucoup plus grande parce que c'est l'autre bord littéralement. C'est près de Gatineau. Si tu prends un pont, t'es rendu. Fait que s'ils réussissent à faire ce move-là, c'est le meilleur move sur un point de vue, disons, financier ou un point de vue marketing. Puis là, le point qui est peut-être un peu décevant pour les partisans de Québec, c'est qu'effectivement, il y a des hommes d'affaires ou en tout cas, il y a des groupes d'affaires très sérieux qui veulent acquérir l'organisation des sénateurs et qui veulent y aller de l'avant aussi avec les plaines Le Breton. Et dans le cas, entre autres, ici, on a Monsieur Greenberg, c'est Roger Greenberg, un gars qui est originaire de Ottawa, 67 ans. Il est reconnu comme étant un philanthrope et il fait partie du Board of Governors de la Ligue canadienne de football. Ta ligue préférée, n'est-ce pas? Oh wow, ma ligue préférée. Mais il fait partie aussi il est manager au niveau du Ottawa Sports and Entertainment, puis il a fait partie aussi du plan de revitalisation de la ville de Ottawa. Et ça, c'est peut-être la raison pour laquelle je pense que c'est un gars qui pourrait être un acteur très sérieux, ou du moins selon Bruce Garrioch, le Insiders des sénateurs d'Ottawa, c'est un choix qui serait un choix qui aurait du sens.
Tu te dis, là, le gars, il a travaillé pour revitaliser le centre-ville d'Ottawa. Il va sûrement réussir à amener l'équipe à Le Breton. Ouais, c'est sûr, c'est juste que l'affaire, c'est que le projet n'est pas encore commencé. Fait que, dans le fond, il faudrait avoir peut-être 2-3 ans avant que ça se fasse. Fait que, il faut que tu dises que les sénateurs sont encore pendant 2-3 ans au Canada. Mais c'est sûr, ça dépend qui les achètent, mais je pense pas que National va approuver une vente à n'importe qui. Ils vont approuver une vente à quelqu'un qui veut garder l'équipe à Ottawa. Je pense que quelqu'un qui veut la déménager, c'est sûr. Puis les sénateurs, ils vont quand même très bien financièrement. C'est pas une équipe qui est vraiment dans le marre. C'est juste que c'est les fans, c'est les mondes autour qui veulent que ça change plus que, mettons, on s'entend que les filles à Melnick, eux autres, ils veulent vendre pour l'argent. On s'entend que les sénateurs ont pris beaucoup de valeur. Il y en a qui pourraient. Je pense qu'il est sorti à 655 millions, mais il y en a qui disent que les sénateurs pourraient se vendre proche du milliard. Là. Fait que eux. J'avais vu 700 millions. Ouais, dans les alentours d'eux, mais ça se peut qu'il y ait une surenchère, puis le hockey est quand même en santé, fait que ça se peut que ça se vende plus cher que ça. Puis on s'entend que, mettons, tu t'approches du milliard, tu es rendu à 850, 900 millions, là, je pense que les filles à Melnick sont plus intéressées par l'argent que ça peut rapporter que le hockey en tant que tel. Là. Mais sinon, ça va me permettre de te parler d'un autre contender que Bruce Garish a identifié, puis c'est Jeff York, un gars aussi qui est originaire d'Ottawa, 57 ans dans son cas à lui. Puis lui, c'est un gars qui a réussi à faire monter les cotes d'affaires d'entreprises, dont entre autres Tic Géant, qui a travaillé près d'une vingtaine d'années pour eux autres, puis aussi pour Farnborough Company. Puis dans son cas à lui, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un gars justement qui a poussé les compagnies à être plus performantes, puis à faire plus de sous, donc à être plus grosses, avec plus de magasins et ainsi de suite. Fait que moi, je me dis, c'est un gars qui doit penser en termes expansion, donc expansion probablement aussi au niveau des fanbases de Ottawa. Et à ce moment-là, pour moi, je pense qu'au niveau autant marketing, approche, business, tout ça, c'est un gars qui ferait quelque chose de très gros avec une organisation qui est prometteuse. En plein centre-ville, je pense que ça peut être que gagnant à ce niveau-là. Absolument. Je pense que le monde le savent aussi, c'est la seule solution pour que les sénateurs restent à Ottawa, c'est qu'il faut qu'il y ait un nouveau projet. Parce que s'ils ne peuvent pas rester à Canada, je pense à long terme, c'est pas viable, le monde va se tanner. Puis je pense pas que les sénateurs ont un problème d'assistance si ça se trouve au centre-ville, justement. Mettons, la semaine, un soir de semaine, mettons quelqu'un qui dit on va aller voir les sénateurs, mais il faut qu'il se tape une raille de char pour y aller. Tandis qu'un jour de semaine, mettons, il est 6 heures, décide d'aller à la game, il est à côté, il va à pied, puis il y a plein de monde, là, sûrement qu'à la minute, il pourrait y aller, tandis que là, vu que c'est à Canada, ben, les gens veulent moins. C'est pas 8 heures de route non plus, mais ça reste que pour quelqu'un qui habite en ville, prendre sa voiture pour un match de hockey, c'est pas vraiment le best. Tu regardes les autres équipes dans le national, je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes que leur arena est complètement perdue dans un champ ou des affaires de même. C'est surtout centre-ville. Centre-ville, c'est le meilleur exemple. Tu peux t'y rendre en métro. Il y a même une station de métro dans le centre-ville. Je pense que c'est pas mal le best, là, mais... Oui, ben écoute, moi, pour te relancer, là, je veux juste signifier, c'est qu'à Canada, en ce moment, quand les Maple Leafs, donc de Toronto, vont à Canada, il y a plus de chandails bleus à Canada que de chandails rouges. Fait que je me dis, pourquoi les fans des Maple Leafs sont capables de faire le trajet, mais ceux d'Ottawa ne sont pas capables? Et voilà! Mais peut-être... les fanbases des sénateurs n'est pas... c'est pas le meilleur fanbase, c'est pas le plus impressionnant non plus. Les sénateurs, quand ils ont changé Rick Carlson, il y a beaucoup de monde qui sont partis d'Ottawa. Ça n'a pas été la franchise la plus gagnante non plus. Ils ont eu une finale les dernières années avec Rick Carlson, mais dernièrement, là, ça n'a pas été... Melnick, c'était pas le préféré non plus. Il y a beaucoup de monde qui sont partis des sénateurs à cause de lui, même si malheureusement il est décédé et tout, là, mais il n'était pas timé là, pour les sénateurs. Fait qu'il y a beaucoup de monde, puis c'est facile de prendre de quelqu'un d'Ottawa, prendre pour Canadien ou Toronto. Là, c'est une équipe canadienne, fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont allés vers là. Mais il y a un potentiel. Il y a un potentiel pour Ottawa, pour les nouveaux propriétaires. Ça donne le goût d'investir dans un sénateur. Quelqu'un a de l'argent, mettons, là, il a le goût de mettre de l'argent parce qu'il sait que le monde d'Ottawa aime le hockey. Là, fait que ça sera pas si dur que ça à prendre des fans, je pense, s'ils font une belle arena avec des belles affaires autour. C'est ça la clé du succès. Puis une chose qui serait vraiment intéressante, là, je ne l'avais pas dans les plus sérieux, mais un groupe d'affaires avec Daniel Alfredson. Le gars, c'est un Hall of Fame de l'organisation. Ouais. S'il faut qu'il décide, lui, de relancer l'organisation, je veux dire, je pense que c'est un acquis. Il ne peut pas acheter sénateur lui tout seul, mais au moins, qu'il soit impliqué dans le processus là,
peu importe, tu as nommé 2 personnes, je pense que peu importe que ce soit un des deux qui l'achète, il faut qu'Alfredson genre, soit actionnaire minoritaire du club. Là. Je pense que c'est un no-brainer. Le gars, il est dessinateur tatoué sur le cœur et tout. Là. Non, il faut qu'il soit impliqué dans le processus. C'est impossible qu'il ne soit pas. Il faut qu'il soit dedans. Si Lewis Hamilton a des parts dans les Broncos de Denver, je pense que Daniel Frenson, il faut qu'il ait des parts dans les Sénateurs d'Ottawa. Que... Ah, je savais pas ça. Il y a des parts dans les Broncos? Ouais, ben ils ont été vendus dernièrement, les Broncos, c'est les Walmart. Celui qui a les Walmart qui a acheté les Broncos, puis la CEO de Starbucks. Puis lui, il a genre, je pense, 1%, même pas. Là. Mais ça restait des millions qu'il a donné pareil parce que ça vaut des milliards. Je pense que ça est vendu à 4,5 milliards. Fait que... C'est-tu, les Broncos, c'est-tu une des équipes qui vaut le plus cher dans la... Ben, pas mal le plus cher, mais c'est pas l'équipe qui vaut le plus cher, non. C'est les Cowboys de Dallas qui valent le plus cher. OK. Ben, il reste que quand même, parce que c'est des gros noms, ce que tu me donner. Oui, 4,5 milliards, tu peux pas n'importe qui peut acheter ça. Non, vraiment pas. Mais, en tout cas, juste pour revenir au sénateur d'Ottawa, je pense qu'on est d'avis pour dire que l'organisation va juste rester à Ottawa. C'est juste que l'approche va probablement être différente, tout simplement. Peut-être qu'on va essayer de miser sur un fanbase qu'on va bâtir graduellement. Mais il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter. C'est un peu dommage quand même pour les gens de Québec parce que oui, on espère une équipe. Oui, c'est sûr. Moi, je te partage ma théorie du complot, que je pense que je t'avais déjà parlé, mais je vais te la répéter. Là. En fait, moi, quand ils ont refait les divisions, je pensais vraiment que c'était dans le but de transférer une organisation en cas de problème financier. Donc là, on avait ramené les équipes de la Floride avec les équipes du Nord-Est. Ouais. Puis moi, tu sais, une rivalité Tampa Bay-Floride ou une rivalité Montréal-Québec, pour moi, au niveau de la Ligue, c'est beaucoup plus vendeur, Montréal-Québec, oui. Tampa Bay-Floride. Fait que je me suis dit, si, mettons, les Panthers qui ont le même problème, là, sont à Sunrise, collés sous Fort Lauderdale, sont pas proches d'une grosse ville. Ouais. Si les Panthers ont des problèmes financiers, ben, c'est facile à bouger, tu restes dans la même division. Les sénateurs d'Ottawa, je m'étais dit, ben, tu sais, ils sont faciles à bouger, ils sont dans la même division, mais il y a trop de potentiel aux côtés des sénateurs. Je pense qu'il y a trop de personnes influentes qui veulent les acquérir. Mais les Panthers, les Lightning, ça va super bien, fait que c'est sûr que les Lightning, tu t'en iras pas, mais les Panthers, je pense que c'est les Snowbirds que, pendant les fêtes, c'est bien plein et tout, mais c'est sûr que les Panthers, j'y verrai à Québec, là, ça serait, je pense que c'est la seule solution qui reste, mettons, à espérer. Mettons, moi, j'y crois pas pantoute, là, pour aucune équipe, mais s'il y aurait un espoir que j'aurais, ça serait les Panthers. Parce que je vois aucune autre équipe, parce que, tu sais, mettons, les Coyotes sont dans l'Ouest, puis ils ont déjà fait plein de remaniements de sections. Fait qu'ils partent, s'ils déménagent, ça va être à Houston, puis ils vont garder dans l'Ouest, mettons. Je pense les autres équipes, je vois aucune autre équipe qui est assez. Les Hurricanes, peut-être, là, encore, qui sont dans le trou, même si c'est un nouveau propriétaire, mais le nouveau propriétaire vient d'arriver, ça fait pas longtemps, fait que je pense pas qu'il veut déménager l'équipe. Ça serait Caroline, Floride, mais plus Floride, puis même Floride, je crois pas. OK, ben écoute, moi ce que je dirais, c'est que du côté de la Caroline, je t'avoue que je suis un peu surpris parce qu'il me semble que c'est un monsieur riche qui l'a racheté. Oui, mais ils perdent. Je pense que c'est Columbus, Caroline, Floride, Coyote, genre, eux autres, ils ont besoin du partage des revenus. Ah. Quand les équipes ils donnent un montant, puis ils séparent ça avec les équipes qui perdent de l'argent, ben ces 4 équipes-là font partie des équipes qui perdent de l'argent présentement. Eh bien, écoute, je vais t'amener un point d'abord, parce que là, je me dis, à ce moment-là, en ce moment, les Hurricanes, c'est une équipe qui court pour la coupe. C'est une équipe qui est bâtie pour ça. Oui, ils sont contender. S'il faut que ce core-là ne réussisse pas à aller chercher la coupe, puis qu'ils ne réussissent pas à amener plus de fans, à un moment donné, ça va être déficit par-dessus déficit, puis l'équipe ne performera plus. Ça se pourrait peut-être. C'est sûr que, mettons, qu'il y a les Coyotes, les Hurricanes ne gagnent pas la coupe, mettons, dans les 3 prochaines années. Puis là, tu as les contrats à hausse, Vechnikov, tu as des gros contrats quand même. Est-ce que si la fanbase, si maintenant que personne va voir les Hurricanes, là, ça va repartir les rumeurs. Mais pour l'instant, les full Hurricanes, je regarde pas tous les matchs là, des Hurricanes, mais ça a quand même l'air pas si pire. Je pense que quand tu es en haut de 12-13 000 par game, tu vas perdre de l'argent, mais tu n'en perdras pas de temps que ça. Fait que, mais tu sais, les Panthers, là, les soirs de semaine, je pense que c'est du 4 000, 5 000, c'est pas fort. Là. Ben pour situer un peu, là, si jamais les gens ne le savent pas, Sunrise, c'est une campagne, là, dans le sens que tu es vraiment à l'extérieur de la ville. Puis c'est la même affaire chez les sénateurs. Pas chez les sénateurs. Ben, les sénateurs au Canada, c'est une petite banlieue. C'est moins pire parce que Ottawa est un marché de hockey. Tu habites au Canada, tandis que Sunrise, c'est comme Canada, sauf aux États-Unis, où le hockey est vraiment pas populaire.
Tu aurais mis un stade de foot puis avec une équipe universitaire de 3e division, le stade serait plein, mais là, c'est du hockey. Fait que j'ai exactement le bon exemple, celui des Coyotes qui était littéralement à côté du stade de NFL. Je ne sais pas c'est qui joue en Arizona. Là. Les quoi? Les Cardinals. Puis les Cardinals, ils n'ont pas de problème de foule. Fait que, tu sais, donc c'est le même principe un peu. Glendale, c'est une ville qui est une ville de campagne. Fait que Sunrise, c'est un peu la même chose. C'est une ville de campagne, tu es loin de tout. Puis c'est une organisation qui, malheureusement, ne réussit pas à animer les foules. Fait que, bref, je pense que ça pourrait éventuellement, mais comme tu dis, c'est peu probable. Mais en tout cas, c'est peut-être le seul espoir que je vois pour Québec. Ouais, c'est le seul espoir, mais c'est pas vraiment un espoir. C'est ce qui reste. Parle-moi d'un homme pessimiste, toi, c'est pour ça. OK. Maintenant, du côté du Canadien, ben écoute, je sais que c'est pas ton équipe préférée, mais quand même, je pense qu'il faut qu'on mentionne que c'est une organisation qui surprend à sa manière. On joue pour 500, donc on s'attendait peut-être pas à ces performances-là d'une défensive aussi jeune que ça. C'est quoi ton feeling so far? Ben, c'est sûr que c'est surprenant. Là. On s'attendait à tout que le Canadien performe offensivement parce qu'ils ont quand même une bonne offensive. On s'attendait peut-être que le Canadien perdrait des matchs 5-4, 6-5 des fois, mais ils ont eu des bonnes games contre des bonnes équipes, surtout. C'est ça qui est plus impressionnant. Ils ont battu Coyote, mais ils ont battu Toronto, ils ont battu... je pense qu'ils avaient battu Minnesota à Montréal aussi. Là, ils ont perdu hier contre Minnesota, mais il me semble qu'ils avaient battu le Wild à Montréal. Ils ont bien compétitionné contre Dallas, même s'ils ont perdu. Ils ont battu les Pingouins. S'il te plaît, les Blues. Victoire de 7-4. Ouais, mais les Blues, ça va vraiment pas bien. Fait que je les ai pas nommés des bonnes équipes. Je cherchais des bonnes équipes, mais oui, ils ont battu les Blues 7-4. Mais c'est surprenant. C'est la défensive qui tient le fort pour l'instant. David Savard, je sais qu'il y a du monde qui le bâche un peu sur les réseaux sociaux parce qu'il n'est pas très mobile, mais ça reste que le gars, il donne tout ce qu'il a pour une équipe qui sait qu'il ne fera pas les séries. Ça, dans mon livre à moi, c'est un vrai. T'sais, le gars, je dis pas qu'il y a des gars des Canadiens qui se donnent pas 100%, mais lui, bloquer des shots comme il fait, là, ça fait bien plus mal que aller essayer de faire des buts. Là. Lui, il se fait mal. Là. Puis il sait qu'au final, le Canadien n'est pas contender. Là. Fait que, il n'est pas obligé de faire tous ces sacrifices-là, puis il le fait. Puis je pense que ça, c'est un bel exemple pour les jeunes qui sont là. Mais là, Edmondson revient, fait que je pense qu'il est supposé jouer demain, là, à ce qui paraît. Fait que ça serait Kovacevic, sûrement qui s'en irait, j'imagine. Fait que, en fait, on a juste mentionné aujourd'hui. Il va jouer aujourd'hui parce que là, on est jeudi. On est jeudi, c'est vrai. OK, excuse-moi. Mais ouais, écoute, moi, le point que je veux t'amener, parce qu'on s'entend, tu le connais très, très bien, David Savard, là. Puis c'est un gars qui est pas mobile, qui bloque beaucoup de tirs, mais étonnamment, l'équipe bloque plus de tirs aussi. Puis moi, j'ai l'impression que c'est une empreinte que lui, il a sur l'organisation, sur les plus jeunes, parce que des fois, tu le vois en entraînement, il va parler aux autres défenseurs. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu comme son héritage qui est en train d'implanter. C'est un phénomène d'entraînement. C'est sûr que, tu sais, mettons, quand ça va mal dans une équipe, puis il y a des gars qui jouent mal, souvent tout le monde se met à jouer comme mettons, le leader, tandis que quand quelqu'un se met à faire débloquer des lancers puis à jouer mieux, ben des fois, c'est le spirit de l'équipe qui augmente. Là. C'est souvent ça dans une équipe de hockey. Il y a des mauvaises passes, des bonnes passes, puis là, ça n'est une bonne. Mais tu sais, les Canadiens, c'est ça, là, ils sont surprenants défensivement, mais est-ce que ça va durer? Tu sais, Montembeault, il goal super bien, Jake Allen aussi. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir le fort? Ça, c'est la question. Mais comme je te dis, avec Edmondson qui s'en revient, la défensive va s'améliorer. Fait que déjà là, ça risque d'être mieux. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Moi, je veux juste revenir vite là, concernant les blocages de tir. Kaden Goulet est un gars qui a bloqué beaucoup de tirs. Et puis je pense pas que ça soit étranger au fait qu'il joue avec David Savard. Ouais, c'est sûr que non. Mais Kaden Goulet, c'est le genre de gars qu'avant qu'il joue à national, tu te disais, le gars, il allait tout faire puis il allait tout bien faire. Il sera pas excellent dans rien, mais il va être bon dans tout. Okay. Le gars, il fera pas des montées à la Kelmakar, mais le gars, il va bloquer des shots, il va donner des mises en échec, puis il va scorer une coupe de but, mettons. Mais ce ne sera jamais un gars qui va faire 70 points comme défenseur. Non. Mais on l'a vu compter un beau but en avantage. Oui, il y a un méchant shot. Mais ça reste que c'est pas le style de défenseur que Kaden Goulet est. Mais ça reste qu'il va être il va être très, très... Ça va être le défenseur numéro 1 du Canadien, selon moi, dans les prochaines années. Là. C'est juste que c'est lui qui va manger le temps de glace en désavantage numérique. Il va peut-être jouer sur le deuxième powerplay. Il va peut-être faire moins de points, mais ça va être lui le plus utile pareil.
OK, ben permets-moi de te relancer. Jordan Harris, là, j'entends beaucoup de louanges à son égard. Toi, tu le verrais en dessous de Goulet? Ben, Harris, je le trouve plus offensif. C'est plus un défenseur qui est plus vers l'attaque que Kenan Goulet. Parce que Kenan Goulet, c'est lui qui est plus complet. C'est lui qui va juste sur le piqué. C'est lui qui va juste sur le... Peut-être, il y a un bon potentiel offensif pareil, Goulet, même si c'est pas Ken McCarr. Mais Harris, tu sais, il est plus petit que Goulet. Tu sais, Goulet, c'est un amour à glace. Il est déjà prêt physiquement pour être... il est aussi gros que des gars de 25 ans. Fait que c'est pour ça que je te dis que Goulet va être plus utile aux Canadiens que Harris, mais c'est pas pour diminuer Harris, c'est juste que je te dis que dans des situations, ça va être Goulet qui va être là, puis il va bien jouer, tandis que Harris peut le faire, mais il ne peut pas le faire pendant une saison complète. Là. Mais pour l'instant, Harris, c'est très surprenant, il y a du temps de glace. Mais tu sais, Harris, je le verrais plus comme un défenseur qui va piloter l'avantage numérique. Okay. L'avantage numérique, puis Goulet sur le deuxième. Mais mettons, sur les désavantages numériques, je vois plus Goulet bloquer des shots, donner des mises en échec. Harris, je le vois moins donner des mises en échec que Goulet. OK, parce que j'avais remarqué que le dernier match, en fait, c'était Harris qui avait eu le plus de temps de glace, mais depuis le début de la saison, c'était presque tout le temps Goulet. Fait que, moi, je n'ai pas regardé le match, je travaillais, mais avant hier, en fait. mais je n'ai pas regardé le match, mais je ne regarde pas tout le temps les temps de glace non plus, mais pour les Goulet et Harris sont beaucoup utilisés, peut-être même un peu trop pour des joueurs, des jeunes joueurs comme eux, parce que des fois, lui il jouait à Northeastern, il jouait pas beaucoup de matchs en NCAA, là, il joue 82 matchs. À un moment donné, ça va paraître. À milieu de la saison, Harris va être beaucoup plus fatigué. Goulet, au moins, lui, jouait en Ligue canadienne. Fait qu'il jouait peut-être après 68 matchs de saison régulière, tandis que Harris, lui, il jouait NCAA. C'est ça la grosse différence là, du hockey canadien et du hockey américain, le nombre de matchs que tu joues dans une saison. Fait que d'après toi, probablement, plus que la saison va avancer, plus que Harris va ralentir, puis que Goulet, lui, peut-être pas ralentir, mais à un moment donné, il va peut-être avoir des blessures qui vont apparaître parce que le gars, il est pas fait. Parce que Goulet, tu sais, lui, il jouait dans la Ligue canadienne. Fait qu'il jouait presque 70 games. Fait que déjà là, tu sais, c'est déjà un gros. Mais il a joué aussi championnat du monde. Il a joué beaucoup de hockey, Goulet, dans les dernières années, tandis que Harris en a joué beaucoup moins. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'Harris va se blesser, c'est sûr. Puis ça veut pas dire ça va faire ça. Peut-être qu'il va être capable de stabiliser puis se mettre. C'est entraîné pour ça aussi. Là. Le gars, il est en shape. Là. Mais Jordan Harris, ça va être un bon défenseur, mais selon moi, c'est Kenan Goulet numéro 1 dans le Canadien. Même Logan Mailloux va peut-être se battre avec Harris pour le défenseur offensif de l'équipe. Goulet, lui, je pense qu'il se voit plus comme un Shea Weber. Là. Je dis pas que ça va être un Shea Weber, mais il joue partout. C'est sûr qu'il y avait un méchant shot, là, mais je pense que je le vois plus comme un leader, un gars qui parle pas beaucoup, tandis que Harris et Mailloux, c'est peut-être plus des défenseurs qui sont plus vers l'attaque que la défense. Puis Mailloux, ça m'étonne un peu parce qu'on parle quand même un gros défenseur. Il n'est pas tout petit. Là. C'est un gars qui est il est physique, mais il est offensif. Là. Le gars de Mailloux, il aime ça à l'attaque. Okay. Puis mettons là, que toi, tu avais gagé côté offensif. On est là, on parle pas de la shape. Là. Lane Hudson, es-tu un upside plus offensif que Logan Mailloux? Lane Hudson, c'est un purement offensif, ce gars-là. Il n'y a pas le choix. Là. À 150 livres, tu vas te mettre à des avantages numériques. Tu seras pas capable de tasser le gars qui est à 225 en avant de toi. Là. Non. Mais Hudson, c'est vraiment un projet. Là. Je sais qu'il y en a qui sont hype beaucoup. Il y a des articles qui se font. Lane Hudson a fait 2 buts, 2 passes. Puis, oui, il est très bon, mais le gars, il est vraiment petit. Là. Puis, tu sais, Cole Caulfield est petit, mais au moins, il y avait un petit peu de... Tu sais, premièrement, être attaquant, c'est complètement différent qu'un défenseur. Là. Mais un défenseur de 150 livres, là, c'est vraiment rare qu'on voit ça. Et oui, dans NCAA, il joue contre des gars plus jeunes. Là, mais, tu sais, mettons, un gars comme un Shea Weber, là, t'arrives avec les Hudson, oublie ça, là. Il va le tuer, là. Tu sais, c'est presque 100 livres de plus, là. Lane Hudson a dit qu'il mesurait 5 pieds 11 à pleine maturité. Je dis ça comme ça, là. Il avoisine les 6 pieds. Il n'a pas écrit ça, c'est sites de... Non, vraiment pas. Je pense qu'il est à 5 pieds 9, je sais pas, ou 5 pieds 8. Là. Donc, non, mais c'est un beau projet, mais c'est sûr que Lane Hudson sera pas avant 2-3 ans. Il va falloir qu'il joue presque toutes ces années, je pense, dans la NCU. Avant d'aller il va falloir qu'il aille dans la Ligue américaine aussi pour prouver. Il ne pourra pas arriver de même dans le national, je pense. Là. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont hype dessus. Puis c'est bien correct. Là. Tout le monde, quand il y a un gars qui fait des points, n'importe quelle équipe, les fans la regardent. Mais Montréal, c'est une coche au-dessus parce que Montréal. Montréal overreact. Non, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. C'est normal.
Mais tu sais, moi, je me rappelais, je pense que j'en avais déjà parlé, je me rappelais un peu Yannick Weber. Là. À l'époque, Yannick Weber jouait avec les Ouais. Preds. C'était un petit défenseur très offensif qui utilisait sur le power play. Lane Hudson pourrait jouer ce genre de rôle-là parce que. Effectivement. Mais c'est parce qu'il y en a qui le voient comme un vol. Là. Mais tu sais, un vol, selon moi, c'est un gars qui joue régulier. Tu sais, comme Gallagher, c'est un choix de 5e ronde. Il a joué des années à Montréal. Ça, c'est un vol. Parce que le gars, il a joué régulier. Mais tu sais, si Lane Hudson joue en national puis il joue, mettons, 20 games par année, c'est pas un vol. Tu sais, c'est un choix de 2e ronde, 3e ronde. Quand même, ils ont pris. Montréal a vraiment mis un gros guess, mais il y avait tellement de choix qu'ils pouvaient se le permettre. C'est correct de l'avoir fait parce que Lane Hudson, c'est un méchant bon joueur de hockey, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu te dis, ah oui, la grosseur, la grosseur, la grosseur. Des fois, ça n'a pas d'importance, mais à un moment donné, je pense que ça peut paraître. Là. Surtout pour un défenseur. Moi, s'il était attaquant, j'aurais pas dit un mot. Là. Mais défenseur de 150 livres, il va falloir qu'il prenne au moins 25-30 livres pour être correct. Là. OK. Je peux-tu. Écoute, c'est une parenthèse que je te fais, là, mais est-ce que tu te souviens de Nathan Beaulieu? Ben oui. OK. Nathan Beaulieu, je pense qu'il est avec les Ducks en ce moment, ça se peut-tu? Ouais, il s'est fait péter à Galière. Ah, ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est un défenseur qui a été utilisé à l'aile gauche. J'étais assez surpris. Hier, ça, ou Non, c'était. avant? Ah, avec les Sea Dogs. Non. Avec les Ducks cette saison. Okay. Si tu regardais le line-up des Ducks, il était à l'aile gauche 4e trio. J'étais assez surpris. Fait que je me dis, Lane Hudson pourrait peut-être faire ça aussi, utiliser 4e trio à l'aile. Le 4e trio, il faut qu'il grossisse plus parce que les gars, le 4e trio, c'est Beaulieu, il faut qu'il frappe. T'sais, Beaulieu a quand même une bonne shape, il est capable de frapper. Fait que ça se place bien, ça 4 parce qu'il y a Mark Pysyk aussi, défenseur des Panthers, ou je pense qu'il était avec les Stars avant. Lui, il étudie à l'attaque, mais c'est un gars de 4e ligne, mais il est 6 pieds 4, fait qu'il frappe, puis il est capable de mettre la puck dedans de temps en temps. Mais pour jouer ça à 4, il faut que tu pèses. Faut que tu mesures au moins 6 pieds puis au moins 200 livres, selon moi. Là. Ça sert à ça, là, de mettre un peu de bœuf. Prends des bœufs. OK, fait que Jake Evans, quand il est là, toi, tu ne tripes pas. Ben, Jake Evans, il est 5 et 11 peut-être. Je ne m'assisterais pas pour un pouce, là, mais Jake Evans. Il est pas gros, il est pas gros. Mais c'est parce qu'il est bien trop fragile. Tu sais, hier, je pense qu'il s'est battu en plus. C'était pas la meilleure idée de sa vie, là, mais en tout cas. Ah ben, écoute, ça, on va en parler, parce que là, tu me parles depuis tantôt, là, il faut au moins 6 pieds 3, 6 pieds 4. Joris Slavkovski, il mesure quoi, 6 pieds 3, 6 pieds 4, il pèse 230 quelques livres, là. Puis hier, il s'est fait, à la limite, ramasser par Marco Rossi, qui est clairement pas sa shape. Moi, je trouve que Slavkovski joue mou. C'est mon point de vue. Comment tu vois ça? Ben oui, mais il joue mou, c'est évident. Il n'y a personne qui peut t'assister là-dessus. Là. Le gars, pas qu'il est nonchalant, mais quand il finit ses chiffres, souvent, genre, prend ça tranquille, il regarde pas ce qui se passe. Puis, tu sais, peut-être qu'en République tchèque ou en Slovaquie, ça jouait de même. Là. Mais dans la Ligue nationale, les gars, ils finissent leur mise en échec. Puis, t'as des gars, tu joues sur la 3e ligne, en plus, tu vas jouer contre souvent la 3e ligne de l'autre bord. C'est des gars qui frappent. C'est des gars qui, s'ils sont en line-up, c'est parce qu'il faut qu'ils finissent leur mise en échec. Puis là, hier, il était chanceux parce que les gars qui finissent leur mise en échec n'étaient pas là. Tu sais, des Foligno, des Hartman, puis des Greenway n'étaient pas là hier. Puis il s'est fait ramasser par une recrue, Rossi, qui est vraiment plus petit, puis que c'est pas son rôle, mais il a vu que Slavkovski, il était pas vulnérable, il était juste mou. Je vais aller le frapper, puis il a tombé. Puis il tombe souvent, Slavkovski, sérieusement. Il est souvent à terre. Puis, tu sais, là, je sais pas comparable avec les joueurs, mais Kotkaniemi était tout le temps à terre aussi. Mais il était gros, là. Tu sais, Kotkaniemi, c'est un gros joueur. Là, je comprends pas des talents. Je te parle du style. Non, je comprends ton point. Ouais. Mais là, je dis pas que Slavkovski, il va vous donner Kotkaniemi, mais ça reste que les gars, à un moment donné, il faut que tu t'attendes à te faire frapper. Il faut que tu te rédises, surtout quand tu mesures 6 pieds 4, 235, puis là, tu t'es fait dire au début de l'année, le gars le plus gros de la ligue. Ah ouais, mais. Tu sais, Ben Chara, c'est rare qu'il s'en virait, là. Il est plus petit, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois prêt, là. Fait que peut-être qu'il y a un manque de préparation, je dirais, je sais pas. Là. Même Martin en a parlé, il dit faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois plus réveillé que ça. Tu sais, Martin Saint-Louis, la grosseur qu'il avait, lui, il n'a pas le choix d'être réveillé parce qu'il se faisait frapper, ça faisait plus mal. Mais ça reste qu'à un moment donné, il peut se faire frapper, mal tomber, puis se blesser un genou, une cheville, parce qu'il y a eu un peu de nonchalance. Fait qu'il va falloir qu'il. Il n'y a personne qui va lui faire des cadeaux, là, c'est sûr. Non, ça c'est clair, tu n'es pas dans une ligue pour ça. Là. Moi, le comparaison que j'avais utilisé, c'était l'Arcellaire. Parce que l'Arcellaire, quand il était arrivé à Montréal, il était grand, il était mince par contre, il n'était pas lourd, là, mais il tombait à un coup de vent, genre. Ouais, c'est vrai.
Puis éventuellement, il a gagné un peu en poids, en force. Puis bon, là, c'est devenu un centre qui est un centre correct, troisième trio. C'est pas le meilleur centre. Là. Ça passe. Mais sinon, ben c'est ça. Moi, du côté de Slafkovský, c'est sur la séquence, il y a des gens qui disaient comme quoi c'était dangereux le geste de Roussy. Je comprends le point qu'il voyait le numéro, il était proche de la bande. Mais moi, Roussy, il n'est pas grand, il n'est pas gros. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que ça ait autant d'impact, sa mise en échec. Ben, moi, j'ai pas trouvé ça salaud. J'ai juste trouvé que Slafkovský était vulnérable en tant que tel parce que le gars, tu voyais qu'il était il était mou. Là. Peu importe qui l'aurait frappé, il aurait revolé. Puis Rossi, il dit, moi, je suis un jeune joueur dans le national. C'est sûr qu'il va en profiter. Là. Un gars comme lui qui donne des mises en échec, c'est plus rare. Il voit un gars qui est capable de frapper, il va le frapper. Là. Je pense pas... Rossi n'a rien à se reprocher là-dedans. Moi, je pense plus que c'est Slafkovský que c'est tard. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. Ça va être la première fois, on aurait dit OK, mais là, c'est parce que tu es rendu à la 10e game de l'année. Ça fait une couple de fois. T'sais. À un moment donné, les gars vont se parler dans la ligue, ça se parle. Là, c'est frapper un gars plus gros dans la vie, c'est tout le temps plus le fun. Je veux dire, le football, au hockey, tu dis hey, j'ai plaqué ce gars-là, tu sais comment il est gros. C'est encore plus invitant pour un gars d'aller frapper ce gars-là parce qu'il est plus gros en plus. Fait qu'il va se faire plus viser. Puis ça va se faire mal à un moment donné. Ben, c'est surtout que s'il est identifié comme étant un joueur d'impact et de talent, les équipes vont le viser. Il est facile à viser, mais il est faible. Ah oui, c'est sûr. On va le prendre. Puis là, ben, il y a un point que tu as souligné tantôt, c'est le fait que Jake Evans a été le défendre. C'est peut-être pas le meilleur move pour un gars qui a eu des commotions cérébrales par le passé, mais quand même, bravo. Non, mais Jake Evans, c'est un vrai. Là, je veux dire, quand tu es sur la glace, tu ne penses pas à tes problèmes de commotion, mais il aurait pu y aller sans se battre. Là. Il aurait pu juste aller donner un petit cross-check au gars. Mais là, il a genre jeté les gants, puis l'autre gars, c'est une recrue. Fait que l'autre, c'est sûr que si l'autre jette les gants, il va tout faire pour garder son poste dans l'alignement, le gars. Là. Puis, tu sais, qu'il y a peut-être des problèmes de commotion ou pas, lui, à la limite, il ne sait pas, là, que c'est qui frappe jusqu'à temps qu'il voit le numéro ou quelque chose. Fait que, Jake Evans, à un moment donné, c'est sûr, s'il va avoir une longue carrière, il va falloir qu'il arrête des affaires de même, parce qu'il se met souvent aussi un autre joueur qui se met souvent vulnérable, là. Tu sais, oui, c'est frappé, mais ouais, il a la tête basse des fois, puis c'est sûr que s'il change son style, il va peut-être moins bien jouer. Mais bon, Jake Evans, il faut qu'il fasse attention. Et le dernier point que moi, je voulais absolument souligner, j'ai fait partie de ceux qui avaient peur que Robert Jacquet soit un gars que les fils se touchent trop facilement et qui pète des plombs pour rien. Marco Roussy est clairement pas son client parce qu'il est beaucoup trop petit. Fait que j'ai aimé le fait qu'il l'a brassé, mais il n'a pas cherché à se battre contre lui parce qu'il l'aurait démoli bien raide, le jeune. Fait que moi, vas-y. Pour moi, je trouve que ça a été une façon classe pour lui de faire peur, mais sans abuser. Et j'aime le fait qu'il a réfléchi à ça. Ben, j'espère. Ben oui, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal le geste parce que, tu sais, c'est pas salaud. Tu sais, mettons, il aurait gelé un gars, mettons, Mark Shafley contre Jake Evans. Là, si Jacquet aurait pété les plombs, puis là, essayer de frapper l'autre, là, ça aurait été normal parce que l'autre, il était sans connaissance. Mais tu sais, Rossi, c'était pas un geste illégal. C'était. Tu sais, oui, il a donné un bon contact, puis Slafkovský a été un peu sonné, mais tu sais, il s'est relevé, il n'y a pas de blessure. Fait que je pense que Jacquet s'est juste dit, je vais aller le voir, puis je vais le pousser. Mais tu sais, il n'y avait aucun coup salaud, fait qu'il n'y avait aucune raison de sauter dessus puis varger parce qu'il n'y avait pas eu une punition anyway. Puis encore là, dans la ligue, ça se parle, puis Jacquet, déjà, pareil, les toughs dans la ligue, ils l'attendent, là, ils veulent tout l'essayer parce qu'il était un peu baveux avec Cation, puis c'est Georges Larac qui disait ça, là, qui disait que il s'entraîne avec Zach Rinaldo, l'ancien batteur des Flyers. Puis, Georges Larac, il disait que c'était pas une bonne idée de s'entraîner avec lui parce qu'il est 5 pieds 10. Fait qu'il rentre dans une bagarre comme un gars de 5 pieds 10. Fait que mec arrive contre un gars de 6 pieds 4, ben, il va se faire knocker direct le premier coup de poing. C'est ça que Larac disait. Là. Je connais pas ça, mais c'est ses propos. Puis lui, il connaît ça plus que moi. Oui, je pense qu'il y a une expertise dans l'univers, puis je t'avoue que j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais remarqué. Moi non plus, j'ai jamais pensé à ça. Le combat. Puis je connais aucune technique de bagarre. Mais ça reste que ça avait du sens. Il disait si le gars 5 pieds 10 puis il entraîne un gars de 6 pieds 4, le gars 5 pieds 10, il se bat pas comme un gars de 6 pieds 4 parce qu'ils n'ont pas la même portée. Fait que j'ai hâte de voir. Jacquet, il va-tu rester dans l'alignement? Oui, ça, c'est une réponse que jeudi, on a, mais que mercredi, on n'a pas. Fait que je sais pas. Non, mais il va rester. Moi, je pense qu'il va rester pour jeudi. Mais je veux dire, mec, Madison revienne.
Parce que Edmondson, il va kick out Kovacevic. Okay. Jacky joue un peu mieux, mais tu sais que Jacky, il frappe, mais il fait beaucoup de revirements là, dans sa zone. Tu sais, c'est correct qu'il se donne le gars, puis il y a le CH tatou sur le cœur. Les fans l'aiment, mais ça reste qu'à un moment donné, même si les fans l'aiment, il faut que tu gagnes les games de hockey. Puis Madison, c'est sûr qu'il va rentrer dans le line-up. Edmondson, c'est bon. J'ai hâte de voir. Madison, c'est pas tout de suite, anyway, mais. Le point d'interrogation que moi j'avais, puis là, tu sais, je peux comme pas tant spéculer sur le sujet, mais c'est parce que Edmondson, il est gauche. Fait que moi, je me dis, c'est soit que Harris va être à droite, puis là, à ce moment-là, tu peux sortir un droitier, ou sinon, il faut que tu sortes Jacky à gauche, parce que c'est le seul que je vois. C'est ça, moi, je connais pas les gauchers, droitiers. Là, ok, bon. Avec ça. Mais c'est pour ça que j'avais dit Kovacevic, parce que moi, j'y vais avec le nom. Mais anyway, c'est un surplus d'attaquants que le Canadien a. Fait qu'à la limite, là, ils vont sortir un def, il va être 7e def, mais c'est parce qu'ils ont 15 attaquants. Normalement, tu as 14 attaquants, puis tu as 13 attaquants, puis 7 défenseurs. Là, ils ont 15 attaquants, fait qu'ils ont 3 attaquants de trop. Puis il y a juste Pezzetta qui peut être un mineur sans passer par le balotage. Fait que là, c'est l'affaire d'Adonov qu'on va savoir s'il va se passer. Je pense que la meilleure affaire pour les Canadiens, c'est qu'ils le mettent au balotage, ils se fassent réclamer, et puis ils veulent pas aller à la balle, fait que là, ils vont pouvoir résilier son contrat. Il va aller signer en Russie, là, vraiment. Mais on est loin, là. Mais il y a trop c'est ça le problème. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a effectivement trop d'attaquants. Puis Dadonov, à un volet, en fait. Il y a trop de quoi? Il y a trop d'attaquants à un volet? Ben, si tu as 2 volets, tu peux aller dans les mineurs sans problème. Mais si tu as un volet, il faut que tu passes par le balotage. Fait qu'il y a juste Pezzetta qui est éligible à ça dans le Canadien présentement. Ben ça, je vais apporter un petit bémol. Mais je pense pas qu'ils vont l'envoyer là. Ça, je vais apporter un petit bémol parce que tu peux avoir un 2 volets, mais si tu as 30 ans, tu vas passer par le balotage pareil. Dans le fond, c'est ton nombre d'expérience. Ouais, mais en tout cas, il y a Pezzetta et il y a Slavkovski qui sont éligibles à ça. Présentement, le reste, il faut qu'ils passent par le balotage. À moins que ça soit, comment ils appellent ça, une remise en forme. Là. Après une blessure, là, tu as le droit d'aller sans le balotage, mais il faut que tu reviennes après tant de matchs ou tant de temps. Ceux au niveau des défenseurs qui ne passent pas par le balotage, c'est Goulet, Harris puis Jacky. Ouais, mais moi, vu que c'est un surplus d'attaquants, Martin Saint-Louis, il disait il a dit aux journalistes, j'ai 15 attaquants, c'est vraiment dur. Donc c'est sûr que c'est pas un défenseur parce il faut qu'il y ait un défenseur de plus. Mettons, il y a un virus. Mettons, sur la route, puis Laval, c'est trop loin. Il faut qu'il y ait un défenseur de spare. Puis là, ils ont trop d'attaquants de spare. Fait que on va voir, là, Dadonov, on sait pas trop ce qui s'est passé. Fait que on va le savoir dans les prochains matchs. Une petite pointe, là, c'est que Dadonov, le fait qu'il se plaint à son agent avant de parler à son coach, je suis pas sûr que c'est bon au niveau de l'organisation. Ben, on s'en doutait un peu, Dadonov. Mais oui, il était là pour les Golden Knights ont échangé pour Weber pour le salaire. Les Canadiens ne voulaient pas Dadonov, mais il n'y avait pas le choix de le prendre pour échanger le salaire. En tout cas, c'est une question d'argent pourquoi il est là. Mais il ne fait pas partie des plans. Puis là, sinon, si on va du côté des Blue Jackets, il se passe quoi? La première des choses, Patrick Laine, il est-tu... Là, il est revenu, il est revenu samedi passé, non, mardi passé. Et il a joué 3 matchs peut-être, là, depuis 3 ou 4 matchs depuis le début de l'année. Un match en partant. Il a joué une période, il avait marqué. Puis là, il est revenu, mais là, tu vois que la chimie avec Johnny Gaudreau, elle commence à s'installer, mais pas toute là. Mais ça va vraiment pas bien. Ils sont 3 victoires, 7 défaites. Ils ont perdu 7-1 contre New Jersey. Ils ont perdu 5-0 contre Boston. C'est pas des. Moi, ça me dérange pas que mon équipe perde, mais qu'ils perdent avec un peu de travail. Là, ils se font déclasser. Il n'y a pas de système. Ils n'ont pas de marqué de but en powerplay depuis le début de l'année. Ça fait 10 games là, quand même. Ils en ont fait marquer 2 ou 3 en désavantage. Moi, je blâme l'entraîneur. Brad Larson, je n'étais jamais vraiment pas mon préféré quand ils l'ont choisi. C'est un gars qui connaissait l'organisation. Mais l'année passée, c'était pareil. Dans la zone, ils ne sont pas capables de jouer dans leur zone. Ils sont pas capables de sortir la rondelle. Défensivement, les gars, ils sont tout le temps tout seuls devant le net. À un moment donné, tu peux pas le blâmer, le gardien de but, mais c'est parce que si les gars sont tout seuls devant le net, même si c'est Vasilevski, il l'arrêtera pas. Il va peut-être l'arrêter plus que les autres, mais à un moment donné, un gars tout seul devant le net dans le national, ça score. Ouais. Fait que il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'aimerais ça qu'il se fasse congédier, mais bon, il est encore tôt. Puis Columbus, je ne voyais pas gagner la coupe. Il y en a plein qui narguent. Il y a Johnny Gaudreau, pourquoi t'as signé? Mais Johnny Gaudreau, quand il a signé à Columbus, c'était pas pour gagner la coupe cette année. C'était pour gagner la coupe dans 2, 3, 4 ans, mettons.
peut-être 3-4 ans, mettons, là, avec les jeunes. Columbus, c'est une équipe les plus jeunes. Ils ont 2 gars en bas de 20 ans, là, 3 gars même avec Irichek. Des gars en bas de 20 ans qui jouent quand tu en as 3 dans la même équipe, c'est pas pour gagner la coupe. Là. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. T'en as combien à la défensive? Ça a l'air de quoi au niveau des 10 packs de défenseurs? Est-ce que c'est jeune? Oui. Il y a Eric Goodbranson, je pense, qui est le plus vieux à 30 ans. Okay. Gavrikov qui a 26 ou 27. Après ça, tu as Werenski qui a 25. Pete qui a 23 ou 24. Tu as Irichek qui a 18 ans, 19 ans. Puis là, tu as Bogvis qui est blessé, qui a 23, mais c'est Jack Bean qui le remplace, qui a 21 ou 22 lui aussi. Là. Fait que, ouais, ça en fait beaucoup. Le défenseur à 30 ans, puis après ça, c'est 27. Puis après ça, c'est en bas de 25. Là. Le plus vieux de l'équipe, c'est Voracek. Après ça, c'est Nyquist. Puis après ça, c'est Jenner puis Godreau. Puis Jenner et Godreau, ils ont début trentaine, même s'ils sont fin vingtaine. Fait que les gars, il n'y a pas de vétérans tant que ça dans cette équipe-là. Fait que c'est peut-être ça aussi, là, les gars sont jeunes. Mais moi, ça me dérange pas qu'ils soient mauvais. Mais comme je te dis, perdre avec dignité, je dirais. Là, perdre des games de 7-1 contre New Jersey. Je sais que New Jersey, c'est l'équipe de l'or présentement. Ils gagnent tous leurs matchs puis ils sont bons, mais à un moment donné, 7-1, c'est gênant. Oui. Là. Puis Boston, on a 5-0. Puis Boston avait joué la veille, puis Marchand ne jouait pas, Krejci non plus. McAvoy n'est pas là. Il leur manquait beaucoup de joueurs. C'est leur deuxième match en 2 soirs, puis tu perds 5-0 à domicile. Je te dis, là, les fans des Blue Jackets sont vraiment pas contents, puis avec raison. Il n'y a aucune équipe, aucun partisan qui accepte ça de son équipe quand ça va pas bien. Mais surtout quand c'est des affaires qui sont... tu le vois que c'est le système le problème, il n'y en a pas de système. C'est pas parce que les gars sont pas bons, mais à un moment donné, quand t'es pas bien coaché, là, Tortorella, on a bien beau dire ce qu'on veut de ce gars-là, là, mais son système marchait. Là. Les Blue Jackets s'accordaient pas beaucoup de buts dans ce temps-là. Mm-hmm. Et un entraîneur, ça peut. Il y en a qui sous-estiment un système d'un entraîneur. C'est très important, un entraîneur dans la nationale. Oh ouais, non, puis ça, je suis à 1001% d'accord avec toi, parce que quand je vois justement des entraîneurs, mettons, comme Barry Trotz ou John Tortorella, qui arrivent dans son nouvelle équipe, qui son équipe tout d'un coup devient performante. Les Flyers, cette année, là, tout le monde les mettait derniers dans la métropolitaine. Puis peut-être pas dernier, mais... Ils ont beaucoup de blessés présentement, puis ils jouent bien. Mais tu sais, le système est bon. Tu vois que ça a été complètement changé. Puis un système, là, tu peux mettre n'importe quel joueur dans une chaise presque, puis ça va marcher. C'est ça un bon système. Et je comprends que Kel McCarr ne peut pas se faire remplacer par Gavin Bayreuther, mettons. Mais ça reste que les gars, quand ils jouent pour un système qu'ils croient aussi, des fois, les gars, ils ne croient pas, ça aide. Puis je ne sais pas si tu as entendu les propos de Tortorella sur Sheldon Keefe, mais il a dit j'espère que ce gars-là sera pas congédié parce que c'est un esti bon coach de hockey. Puis c'est vous, les mecs, qui n'arrêtez pas de le pointer du doigt. Il a dit ça aujourd'hui. Ben, je pense qu'il l'a dit tantôt. OK. Parce que c'est vrai que ça va pas barger à Toronto. Non, puis il a dit j'espère que les Maple Leafs vont se replacer à part à soir, parce qu'ils jouent contre. Là. Ils perdent à soir, mais demain, c'est correct. Ouais, il a souhaité du bon. C'est rare qu'on voit ça de coachs. Ouais. Il y en a un qui encourage l'autre coach puis qui dit de le lâcher parce que c'est un bon coach. Puis, tu sais, moi, Sheldon Keefe, j'ai rien contre. Là. Je pense pas que c'est un mauvais entraîneur, mais à Toronto, aussitôt qu'il y a des défaites, c'est congédiement. C'est tout le monde dehors, mais à un moment donné, tout le monde dehors, il paye encore même Babcock. Là. Fait que, faudrait que. Mais là, on va tempérer Babcock. Il y avait un lien avec des histoires qui avaient été brutales avec des coachs, avec des joueurs là, ou quelque chose. Oh, oui, mais il paye encore pareil. Ça reste que si tu congédies Keefe, il faut que tu le payes aussi. Fait que, puis moi, je pense pas que la solution, c'est ça. Je pense que le problème est dans le vestiaire avec les joueurs et non le coach, en tout cas. C'est un autre dossier. Est-ce que tu y vas dans un style des Jets, genre le vestiaire qui est nocif, peut-être? Ben, on n'a pas entendu parler de ça. Non. Les Jets, ça faisait longtemps qu'on entendait des affaires que Shifley, Wheeler était toxique un peu. Avec Laine, il paraît qu'il l'écœurait. Mais avec Toronto, en plus à Toronto, on s'entend que s'il y a des informations, on va le savoir. Là. Mais il n'y a pas d'informations que les gars que le vestiaire n'est pas bon. Là. Moi, je pense plus que Toronto, l'année passée, il a mal commencé la saison, puis ils ont quand même fini des premiers. Là. Fait que faut juste pas paniquer. Là. Ils sont allés dans l'Ouest aussi. C'est jamais facile de jouer avec le décalage horaire en début de saison. Moi, je suis pas inquiet pour le Toronto. Là. Les autres, ils veulent faire les séries, puis c'est après le problème. Moi, je pense que ça va se replacer. Ils vont faire les séries.
Ils vont perdre la première ronde, puis ça va être correct. Ça va être comme ça. Ils passeront jamais la première ronde. Mais le pire, c'est que du côté de Toronto, à mes yeux, c'est une organisation qui, au niveau du système de jeu défensif, sont vraiment pas vargeux depuis des années. Puis je pense que à mes yeux, à moi, c'est ça le problème. C'est pas. Il y aurait besoin d'une tête défensive, puis cette équipe-là pourrait aller tellement plus loin. Il manque de bons défenseurs aussi, je pense, défensifs. Giordano est son meilleur hockey passé. Morgan Riley, il est bon offensivement, mais défensivement, c'est vraiment pas le meilleur. Non. Rasmus Sandin, c'est très jeune. Justin Holt, c'est le pire joueur que j'ai vu de ma vie. Défensivement, il n'arrache vraiment. Il est gros, puis il n'est pas mobile. À un moment donné, il fait à quoi? C'est un gros bibelot qui est dans le coin de la patinoire, let's go. Sinon, Jake Musin qui avait connu des très belles années avec les Kings, mais que là, il est blessé. Ouais, il est tout le temps. Puis les autres, ils ont donné Sean Dorsey pour lui. Puis Sean Dorsey, ben, c'est rendu un défenseur des Kings qui joue sur le deuxième powerplay et qui joue beaucoup de minutes. Fait que, mettons, il n'a pas fait le trade. Il aurait été mieux anti, il aurait eu plus de choix puis tout. Fait que voilà. Ouais, je comprends ton point. Mais ça, malheureusement, il avait misé sur un joueur d'expérience à l'époque. Ouais, c'est facile à dire après aussi. C'est ça. Tu sais, un coup qu'on voit, parce que lui, je pense que ça a été aussi des problèmes de commotion, si je ne fais pas erreur. Là. Il y a eu des blessures qui l'ont tenu à l'écart du jeu longtemps. Il y a beaucoup de problèmes à plein de places. Lui, il était là avec les Kings quand il avait gagné les Coupes Stanley. Là. Fait qu'il a joué beaucoup de hockey de série. Fait que ça magane un gars. Là. Quelqu'un qui joue beaucoup de hockey de série, ça magane. Surtout un défenseur qui bloque des shots, mettons. Puis ça me permet, le gars fragile, ça me permet de lancer un petit cue là, que j'avais lancé en début de saison. J'avais parlé de Matt Murray qui s'en venait avec Toronto. Puis je suis comme, le problème qu'il y a avec lui, c'est qu'il est tout le temps blessé. Ça a pris 2 matchs. Oh, c'est méchant, mais Colin, ça n'a pas de sens. Il finit jamais une saison, ce gars-là. Il a failli pas commencer, celle-là. Oh, man! En plus, c'est que le gars, il n'est pas de temps bon non plus. Tu sais, je comprends qu'il est fragile, mais je comprends pas pourquoi les sénateurs, les sénateurs l'ont échangé, là, mais les Maple Leafs sont allés chercher parce qu'ils ont signé Samsonov, puis ça, je pense que c'était un bon coup parce que Samsonov, moi, je pense qu'il y a un potentiel, c'est un problème de comportement qu'il y avait. Puis je pense pas que Kuznetsov, Orlov puis Ovechkin, c'était les meilleurs chums qu'il pouvait avoir dans une équipe de hockey parce que on a du plein d'affaires sur ces gars-là. Fait que là, il s'en vient presque tout seul comme russe, je pense, à Toronto. Fait qu'ils vont peut-être plus se calmer. Mais Toronto, c'est Toronto. Je sais pas ce qu'il y a dans. C'est comme la médiction des Cubs de Chicago, ça a pris 100 ans avant qu'ils gagnent. Là. Fait que ça se peut que ça soit longtemps. Là. Oh, c'est cruel, pauvre. Ils ont tellement une bonne équipe en plus, c'est ça le pire, mais Caroline Devine qui sont pas capables de jouer défensivement, ça n'a aucun sens. All right, ben écoute, on a fait un tour rapide. Est-ce que pour les Blue Jackets, tu avais autre chose ou? Ben là, j'espère que le turnaround de la saison s'en vient parce que là, le Columbus, il joue vendredi après-midi puis samedi après-midi en Finlande contre le Colorado 2 fois. Tu sais, on s'entend qu'ils n'ont pas eu des adversaires faciles non plus. Je veux dire, la cédule n'a pas été à leur avantage. Là, et ils n'ont pogné presque aucune équipe qui. Tu sais, les Devils, c'était peut-être l'équipe la moins bonne, puis finalement, les Devils sont vraiment bons cette année. Ils vont bien cette année, oui. Colorado 2 fois. T'sais, Colorado, c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Fait que. J'ai hâte de voir. Là, en Finlande, c'est Patrick Laine qui joue devant ses fans. Jarmo Kekalainen, le DG, c'est la ville où il est né qui va jouer. Peut-être que lui, il va avoir un peu de talk. Là, ça fait plusieurs. Les gars sont ensemble, là, sont en Finlande, des activités d'équipe. Ça va peut-être plus souder l'équipe. J'ai hâte de voir, mais après ça va. Je pense qu'il joue 2 games en 10 jours. On joue à cause du décalage. Ouais. Mais je trouve ça étrange, en plein milieu de saison comme ça, ils s'en vont en Europe. Ben, ça fait plusieurs années que la Ligue nationale fait ça. Ouais. En plein milieu de saison? L'année passée, je pense qu'il n'y en a pas eu à cause de la COVID ou l'autre année d'avant, mais avant, c'était en Suède. Il avait joué, là, c'était en Finlande, puis il essaie de mettre des joueurs. C'était Lekonen, t'as Rantanen qui joue pour l'Avalanche, puis t'as Laine, t'as Korpisalo, puis t'as le DG des Blue Jackets qui sont finlandais. Fait qu'ils ont. Ils envoient des équipes avec des joueurs, mais je pense qu'ils visent l'Allemagne les prochaines fois. Fait que des grosses chances, c'est les Red Wings, puis les Oilers y aillent. Draisaitl, puis Sider, mais. Oui, c'est au début de l'année, mais c'est pas. En fait, les Sharks ont joué en République tchèque, eux autres, au début. Mais c'est ça. Moi, ce que je pensais que c'était comme ce que les Sharks et les Preds ont fait, c'est vraiment les premiers matchs de la saison. C'est que les Blue Jackets, c'était prévu pour 2020, en fait. C'est à cause de la COVID, ça a été déplacé. Peut-être qu'ils ont déplacé les dates aussi. Mais c'est prévu depuis un bout. Là, c'est peut-être même l'année passée
qu'ils n'ont pas été à cause de la COVID, parce qu'en 2020, il n'y a rien eu. Mais je pense que c'était prévu depuis 2 ou 3 ans, puis là, ils ont juste reporté, fait qu'ils sont... OK. Ben écoute, je te le souhaite bien, parce que des fois, un long voyage comme ça qui est très éloigné, ben justement, ça ressoude l'équipe ensemble. Puis... Ouais, ben je l'espère. Mais il y a de la chimie à se trouver. Puis sinon, ben, il y a Barry Trotz qui est disponible. Là. Ah, ben il veut coacher l'équipe Original Six. Fait que, oui, je l'ai entendu, ça. Hein? Il ne pas du tout Toronto. Zéro d'une barre. Ben, ouais, mais avec Sheldon Keefe puis tout, ce que j'ai entendu que les journalistes disent, c'est que Sheldon Keefe ne sera pas congédié. Fait que il visait plus peut-être Détroit, mais Détroit, il y a un nouveau coach, puis ça va quand même pas si pire. Je vois pas les Rangers congédiés non plus. Fait que, mais peut-être Vancouver. C'est pas Original Six, ça, là. Non. Mais c'est une équipe canadienne, puis le hockey populaire. Parce que Original Six, Chicago, un nouveau coach. Détroit, un nouveau coach. Canadien, on ne se dira pas. Toronto non plus. Les Rangers non plus. Puis, c'est quel me manque? Boston, non? C'est Boston? Boston, oui, un nouveau coach. Fait que c'est Toronto ou rien, mais Bruce Boudreau, ça va vraiment pas bien. C'est pas le coach préféré du nouveau DG. Fait que moi, je pense que ça serait Barry Trotz à Vancouver. Ça serait bon. OK. Moi, ce que je vais miser, ça serait plus que on a déjà dit qu'on ne renvoyerait pas un coach, puis finalement, on l'a renvoyé 2 mois après. D'après moi, s'il y a un move, ça serait à Toronto, parce que Sheldon Keefe, je pense pas qu'il finit l'année. Ben, c'est sûr que si Sheldon Keefe s'est congédié, Barry Trotz à Toronto, ça va être c'est un méchant upgrade pour eux. Puis, tu sais, ben, moi, je pense que si congédie coach à Columbus, ça va être Pascal Vincent qui va s'en aller coach en chef. Parce qu'il est assistant coach présentement, il est entraîneur associé. Fait que. Tu me le sors de loin. Moi, je me rappelle de lui avec les Jets, mais je savais pas. Ouais, ben il est rendu depuis le nouveau coach. Lui, il avait passé les entrevues pour être coach en chef. Puis on dit, garde, on va prendre Brad, mais on aimerait ça que tu sois là. Fait qu'il est entraîneur associé. Il n'est pas entraîneur adjoint, il est entraîneur associé. Fait qu'il s'occupe de quelque chose de précis dans l'équipe. Puis il connaît bien Roslovich puis Patrick Laine parce qu'il a coaché à Winnipeg. Fait que moi, je pense que s'il y a un congédiement, c'est lui qui va prendre la place. Il y a un contrat de 3 ans aussi, fait qu'il n'engagerait pas un autre gars. Mais bon. Hey, puis avant qu'on passe à la dose patate, là, juste quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui. Là, Bruce Cassidy, il est avec les Golden Knights à cette heure. Ouais. T'as-tu remarqué qu'ils font partie des meilleurs gardiens de la Ligue? Ben, c'est ridicule, là. C'est plus Logan Thompson qui goal bien parce que l'autre goaler, je pense pas qu'il goal souvent. Là, les deux sont dans les 930-940 d'efficacité. J'ai pas de match, l'autre. 4. OK. Ouais, c'est quand même pas super. Mais la défensive de Golden Knights, c'est très bonne, par exemple. Oh oui, mais on s'entend que Bruce Cassidy, qui était quand même, selon moi, un excellent coach, je pense qu'il a réussi à mettre sa petite signature là-dessus. Puis moi, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que ce soit les meilleurs gardiens ou le meilleur duo de gardiens de la Ligue. Non, moi non plus. Mais Logan Thompson, moi, j'ai mis Golden Knights en série, puis je l'ai vu comme une bonne équipe dans cette année parce que Logan Thompson, il est sous-estimé. Il n'y a pas grand monde qui le connaisse, mais il avait joué au goal. Il avait fait Team Canada senior, au championnat du monde, puis il avait très bien goalé. Puis même l'année passée avec les Golden Knights, c'est quand Lehner est parti, il goalait bien. Fait que, OK, ben oui, il avait bien fait. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dominant aussi rapidement, par contre. Non, mais moi, j'avais pris dans mes 2 pôles, fait que j'avais beaucoup d'expectations envers ce gars-là. OK, ben écoute, félicitations à toi. Moi, j'ai été surpris, puis je trouve que Bruce Cassidy fait une Christie de belle job. Fait que, who knows, un changement de coach pourrait peut-être changer. Le pôle qui va pas bien, c'est le pôle à la coupe. Le reste, tout va bien. Fait que... Hey, le pôle à la coupe, je pense que je suis passé de top 10 à genre 60. Ça a droppé. À cause que je le fais avec Anthony, on va mettre ça sur sa faute. Alright, fait qu'on va aller faire un petit tour avec notre dose patate. La dose à patate! Bonsoir, les mecs. Alright! Bonsoir, attends une minute. Alright! Oui, bonsoir, c'est ma grosse figure qui vient d'apparaître. Bonsoir! Allez, comment allez-vous, les mecs? Ça va, toi? Ça va, moitié. Alors, encore une fois, les Canadiens. Parlons-en. Les Canadiens ne répondent pas à mes attentes. Je m'attendais à une saison de merde et je suis agréablement surpris, putain. Non, mais moi qui croyais avoir 2 ou 3 victoires, eh bien, je suis déjà rendu à 5 victoires en 10 parties. L'année passée, ça m'en a pris 20 parties avant de toucher 5 victoires. Eh bien, je suis tellement agréablement surpris que ça me rend mal à l'aise.
plus regarder. Alors, je suis très heureux et je suis très heureux pour Martin Saint-Louis. Par contre, son comportement a changé quelque peu envers les journalistes. Au début, on disait de lui qu'il avait les yeux de Maurice Richard. C'était une belle douceur. Mais maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, il avait plutôt les yeux de ma mère qui me répète d'arrêter de péter lors du souper. Elle est agressive, ta mère. Fallait que j'ai fini, ces patates. Quoique je le comprends très bien, Martin Saint-Louis. Lui qui a été engagé pour coacher des jeunes et non pour gérer des vétérans avec une attitude d'une envie de chier. Non, mais regardons ce qui se passe. Jonathan Drouin, je crois qu'il préfère le mini-pot au lieu du hockey. Dandonov, les hot dogs de la Gallique Presse au lieu du hockey. Et Dvorak, je n'ai rien à dire, à part qu'il est très bon dans les mises en jeu. Et à part ça, je n'ai rien à dire. Cruel. Alors c'est ça. Dandonov, c'est le pire de la gang. Il a eu la chance de jouer avec Suzuki et Caulfield. Mais qu'est-ce qu'il voulait de plus? Lui gratter la bédaine pour qu'il s'amuse? Des cartes cadeaux de la SQDC? Des cartes cadeaux de la SAC? Une paire de billets du show d'Éric Lapointe? C'est évident, c'est évident. Et puis, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Les sénateurs sont à vendre. Mais quelle surprise! Ils sont à vendre, mais qu'est-ce qu'ils ont à vendre, les sénateurs d'Ottawa? Dis-moi le don. Juste leur nom d'équipe est en dormant. Les sénateurs. Leur nom d'équipe est autant en dormant que la ville elle-même. On ne peut retrouver que le Parlement. Un Parlement. Oh, en effet. Par contre, l'hiver dernier, il a vu une merveilleuse parade de camions. On peut retrouver aussi à Ottawa le rouge et noir. Le rouge et noir. Oui, l'équipe de football de la Ligue canadienne. Vous savez, cette ligue que personne n'écoute. Moi, je l'écoute. C'est quoi ça? La Ligue canadienne. Un fan des Alouettes. Go, les Alouettes? Tu es un homme merveilleux. Je suis un homme plein d'espoir. En plus, les sénateurs d'Ottawa, le stade, c'est un vice caché en lui-même, dû à sa position géographique. Il est planté en plein milieu d'un champ de blé d'Inde. Vous arrivez en auto pour vous stationner et c'est un tracteur qui vous accompagne à l'entrée de l'aréna. Tantôt, Sam a dit que la seule manière d'aller à l'aréna, c'est en automobile. C'est un mensonge. J'y étais en moissonneuse-batteuse. C'est bien plus simple pour se rendre. Alors, les Saints, c'est comme un peu les expos, vous savez. Tout le monde dit qu'on les aime, mais personne ne va les voir. Et maintenant que tout le monde dit on veut une nouvelle aréna, les expos aussi, ils ont eu cette idée. Et c'est encore une très belle maquette. Ouais, en effet. Pas tard. Alors voilà, c'est ce qui met un point final à ma chronique. Hey, ben merci beaucoup, Patate. J'ai une question avant que tu partes, Patate. Comment tu te sens par rapport à est-ce qu'on doit faire abandonner le rêve Connor Bedard? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Le Canadien est en train de subir un début de saison normal. D'habitude, ils sont toujours dans le top et plantent après. C'est vrai. Ou ils sont toujours en train de planter et restent plantés. Ça, c'est l'année passée. Ouais. Mais cette année, ils sont égales. Comme la bourse. Il faut seulement pas planter comme la crypto. Oh! Fais-tu des intérêts en crypto par hasard? Non, merci Seigneur. Ah, ben écoute, merci beaucoup, Patate. Ça a été super. Ben écoute, prends soin de toi, puis je souhaite des défaites aux Canadiens pour te faire plaisir. Hein? Ah oui, ça m'a fait agréablement bien dormir. Bonne soirée, là, bye-bye. Bonsoir à tous. All right. Bon, ben écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte, mon cher? Non. Moi, de mon côté, je te dirais que ce qui va être intéressant à suivre, c'est du côté du Canadien de Montréal, ça va être bien entendu qu'est-ce qu'on va faire avec les défenseurs, parce que là, si on a trop de défenseurs en santé, on ne saura plus quoi faire avec ça.
Et des matchs au Mullet Arena, c'est plus intéressant, il y a plus d'ambiance. Voilà, ça a été dit. On n'a pas vraiment le temps d'en parler, mais ça, éventuellement, on pourra peut-être en reparler là, concernant le fameux Mullet Arena et son 4600 places. Alors, un très gros merci, mon cher Sam, puis je te souhaite une belle fin de soirée. On se revoit très prochainement. Merci à tous. Ciao. Là. Alors, pour vous à la maison, je tiens à vous dire un gros merci d'avoir regardé le show. Et puis, bien entendu, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre, entre autres, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, Spotify, toujours au nom de À la Coupe. Vous pouvez suivre aussi nos comptes individuels, que ce soit Sam Legend d'Estrade ou même Patate85. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous compter dans notre gang. Et puis, sinon, ce show-là va être disponible en rediffusion en fin de semaine sur Spotify. Également, je vous invite à écouter la notif des sportifs animée par Loric Salvaille. Il nous parle de l'actualité de la LNH de manière générale, toujours en ayant comme une petite touche avec le Canadien de Montréal. C'est toujours intéressant. Si vous voulez regarder en rediffusion son épisode de cette semaine où il parlait est-ce qu'on doit enterrer le rêve de Connor Bedard, eh bien, il est disponible sur notre page Facebook à la coupe en visionnement actuellement. Alors, un très gros merci à vous d'avoir été là ce soir et on se revoit très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.